Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une démonstration de d'un théorème, enfin des propriétés. Donc sans plus tarder, on va justement se plonger sur la propriété à démontrer qui est justement le changement de variable affine. Donc soit grand f une primitive d'une fonction f continue sur un intervalle i. Nous désignons par g la fonction affine sur le segment AB par g de t est égal à alpha fois t plus bêta, où alpha est un réel non nul, bêta un réel et AB aussi des réels. Supposons que pour tout t appartenant au segment AB, nous avons alpha de t, enfin alpha fois t plus bêta appartenant à i. Il suffit que la fonction qui a t associe 1 sur alpha fois grand f de g de t est une primitive sur le segment AB de euh, la fonction qui a t associe f de g de t. Donc première question, il s'agit juste de dériver la fonction qu'on nous donne, à savoir justement cette fonction-là. Bon, on peut la nommer, hein. Enfin, ça peut peut-être déranger la lecture. On va peut-être la nommer, je sais pas, h de t. Donc, dérivons h. Donc, on a h' de t est égal à 1 sur... Vu que la fonction h est une fonction composée, dont la composée est une fonction affine, avec comme coefficient directeur, bon, j'ai arrivé, alpha. Donc, on a automatiquement le alpha qui apparaît. Fois grand f' de g de t. Voilà. Jusque là, c'est normal. Enfin, tout va bien. Une simple fonction composée dérivée. Et f' de g de t, c'est quoi? Enfin, grand f' de g de t, c'est juste f de g de t. Voilà. Super. Deuxième question. Bon, phrase-réponse. H est une primitive de cette fonction-là. Voilà. Deuxième question. Bon, j'ai un Z. Je fais un effort. Bref. En déduire l'égalité de changement de variable affine. Ok. Donc, j'espère que vous voyez bien l'énoncé. Sinon, ce serait fort dommage. Hop. Ok. Donc, deuxième question. Alors, on a ça. On réécrit... on part de la gauche pour arriver à la droite. Donc, on a... Je réécris juste l'intégrale. Ok. Donc en fait, vu qu'on connaît justement les primitives de f de g de t, parce que ça c'est g de t, bah il suffit justement d'écrire la primitive en fonction des bornes. Donc on a 1 sur alpha f de g de b moins 1 sur alpha fois grand F de g de a. Voilà, juste remplacer le t par b et ensuite a. Et donc voilà. On factorise. Donc on reconnaît très rapidement une autre forme, enfin l'autre écriture de l'intégrale. Ouais, j'ai mis OK. Qui est donc en fait directement ça. U est une variable muette, donc
qu'on mette t ou u, ça change rien. Donc voilà. Deuxième question finie. Bon, la démonstration en soi était simple. On fera, enfin, la propriété du roi et terme de changement de variable, enfin, de manière générale, ici. Bon, c'est à peu près le même concept que que la deuxième question. Bref, on va passer sur les exemples. Enfin, plutôt sur un exemple. Donc, l'exemple pratique, c'est quoi? C'est, ok, on pose l'intégrale i comme étant l'intégrale de 1 à 2 de 1 sur 2t moins 1, le tout à puissance n dt. Ok, super. Avec n super égal à 1. Ok, d'abord, on distingue deux cas. Premier cas, n est égal à 1. Donc ça nous donne quoi quand n est égal à 1? Ça nous donne 2t moins 1 tout court. dt. Ok. Et si on nomme g de t cette fonction-là, bah on reconnaît donc la propriété. Donc si on réécrit en fait pour mieux se repérer, on a donc ah oui, et f oui, f de t est égal à 1 sur t. Alors, on a f de g de t dt. Ok, super. Donc, qui est égal à, si on applique la propriété, bon du coup en fait il y a un changement de borne à faire. Donc, ok, pour que ça vale 2... ok, quand t est égal 2, donc là c'est g de b, donc b on remplace par 2, g de a on remplace par 1. Donc g de 2 c'est quoi? C'est 2 fois 2 moins 1, donc ça fait 3. G de a c'est quoi? C'est g de 1. G de 1 c'est 2 moins 1, donc 1 toujours. Et donc on a 1 sur u du. Je réécris juste la fonction f, la fonction g, on l'a écrit auparavant. Donc ça on connaît, cette primitive, c'est une primitive usuelle qui est d'autre que ln de 3 moins ln de 1. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Oui, j'ai manqué quelque chose, oui. 1 demi. On va pas oublier justement le 1 sur alpha, qui est ici. Et là, notre 1 sur alpha, c'est quoi? C'est le 1 demi. Voilà. Donc, on met tout ça entre parenthèses. Parce que d'après la deuxième ligne de notre résultat, qui vaut donc 1 demi ln de 3. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? ln de racine de 3. Ok, voilà. Deuxième cas, n super égal à 2. Alors là, on reconnaît justement la fonction puissance, enfin x, la fonction qui a x associé x puissance n. Donc ça nous donne i est égal à 1 sur... Attendez, je pose d'abord les fonctions pour être clair. G de t est égal à toujours 2t moins 1. Par contre, f de t, ça vaut 1 sur t u to la puissance n. Bon, c'est une fonction composée, mais pas très bien méchante. Parce que... Non, c'est... Voilà. Enfin, écrit comme ça, c'est mieux.
Donc ça nous donne I est égal à cette intégrale là. On calcule, enfin pas besoin de calculer puisqu'on a ça. Enfin on a déjà calculé auparavant les bornes. Donc ça nous donne 1 sur U à puissance n dt est égal à ah oui, toujours le 1 demi. Le 1 demi toujours là. Toujours présent le 1 demi. Il va jamais disparaître. 3 moins n plus 1 fois 3 moins n plus 1 moins 1 sur moins n plus 1 fois 1 moins n plus 1. Ok, super. Good. Ok. Alors, j'ai ça. Puis, normalement, ça donne ça. Si je me trompe pas, ça me donne ça. Donc, ouais, l'exemple est... ok. La question de travail est finie. Donc, quatrième question. Montrer que l'intégrale de a à b de f de t dt est égal à l'intégrale de a à b de f de a plus b moins t dt. Ok, ça c'est la propriété du roi. Donc, c'est l'une des propriétés que j'ai utilisées pour pour terrasser le DM de PCSI. Enfin, pour justement calculer l'intégrale de Wallis. Puis, voilà. Donc, en fait, c'est dans la continuité. Maintenant, c'est à nous de trouver la fonction. Donc, quelle fonction on pourrait justement poser pour appliquer la propriété du changement de variable affine. Enfin, ouais. Alors, si on pose g de t est égal à moins t plus a plus b, qui est une fonction affine, ça devrait marcher. On va tester ça. Donc, on a... Du coup, on va partir de l'autre sens. Oui, on va partir de l'autre sens. Donc, on va partir de celle-là. Quoique... Est-ce qu'on va partir de celle-là? Non, on va partir de la gauche tout court. Comme d'habitude. Quoique, non. Bah, du coup, on va partir sur la droite. Autant pour moi. J'espère que je ne pas trop perdu. Enfin, juste... je pars juste de là. Ok. Pour arriver à... là. Ok. Je pars de ça pour arriver à là. Voilà. Donc, pour arriver à là, je constate que c'est... On a f de... Enfin, on reconnaît justement la forme de f de g de t. Donc, on applique la formule, enfin, la propriété, qui nous donne en fait moins 1 sur 1. Donc, en fait, ça nous donne moins l'intégrale de... Là, on calcule. Quand quand on a t est égal b, on a moins b plus a plus b. Donc, on a a. Quand on a g de a, enfin, non, g de a, c'est moins a plus b.
qu'on a B. Ok. Et donc, f de... Ça nous donne f de u du, du coup. Sauf que le moins, bah, il va disparaître. Enfin, il va pas disparaître, mais il va justement changer les bornes. Voilà. Finito. Propriété du roi montrée. On enchaîne donc avec la deuxième partie. Donc on va démontrer le terme de changement de variable. Bon, c'est à peu près dans... Enfin, même astuce que la précédente. Donc le terme dit quoi? Il dit que soit phi, une fonction réelle de classe C1, définition intervalle sur le segment AB, soit f, une fonction continue sur l'image de phi dans le segment AB, montrer que l'intégrale de phi de A à phi de B de f de t dt est égal à l'intégrale de A à B de f rond phi de x fois phi prime de x dx. Ok, alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est une fonction de classe C1, en gros c'est une fonction qui est continue dérivable dont la dérivée est continue. Enfin, la première dérivée. Donc pour montrer ça, on part justement de la gauche. Ok. Donc en fait, ici on peut réécrire justement sous cette forme-là. Là, jusque-là, on est d'accord. Enfin, c'est juste une autre réécriture, enfin de l'intégrale. Justement, en supposant qu'on connaît justement la primitive de f. Et donc, en réécrivant justement de cette manière, on peut appliquer justement le même principe qu'on a appliqué auparavant et directement écrire que ça est égal à l'intégrale de a à b de f de phi de x facteur de phi prime de x dx. Parce que on remarque que la primitive de cette fonction, bah, c'est bien justement f prime, grand F de f de x tout court. C'est sa primitive. Pourquoi? Parce que si on dérive justement cette fonction, donc en fait, si on la dérive, alors ça nous donne bah, justement la dérivée de la composée, facteur de f' de f de x, ce qui nous donne f de phi de x. Voilà. Et donc, ça, c'est une primitive de cette fonction-là. Voilà. Ce qui justifie qu'on peut réécrire ça sous cette forme-là. Voilà. J'espère que mon explication a été claire et que je n'ai pas fait de fautes. Si j'ai commis des fautes, n'hésitez pas à mentionner dans les commentaires. Sinon, tout est carré de mon côté. Voilà. Ciao, bonne journée ou bonne soirée.